Bonsoir à tous. La semaine dernière, on avait comme invité Nadia Ramassani, candidate sur la 6e circonscription, donc pour cette élection législative, pour ces élections législatives du 17 et 22 juin prochain. Cette fois-ci, on va recevoir Alissa Ayano. Bonsoir. Bonsoir. Elle est candidate sur la 5e circonscription, donc celle où il y a déjà déclaré comme candidat Daniel Gontier, donc du plateforme de l'Union de la droite. Elle est également de la droite. On va en parler, mais juste avant, on va poser la question adéquate. Qui est Alissa Ayano ? Bonsoir à tous. Alors Alissa Ayano, je suis bénédictine. J'ai une formation d'infirmière et je dirige actuellement une structure d'aide à domicile pour les personnes âgées et les personnes porteurs de handicap. J'ai été candidate aux élections départementales il y a 2 ans, dans la 8e circonscription à Saint-Benoît. Et aujourd'hui, je me présente aux élections législatives dans la 5e, la plus grande circonscription de l'Est, de Saint-André, une partie de Saint-André jusqu'à Saint-Philippe. Oui, la plus grande circonscription de la Réunion, puisque ça va effectivement de Cambuston jusqu'à Saint-Philippe. Oui. Qu'est-ce qui motive cette candidature aujourd'hui ? Alors, ce qui me motive, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes impactés par des lois. Je veux dire, tout notre système démocratique est fixé sur des lois. Et moi qui suis de la vie civile, enfin de la société civile, je trouve que nous allons avoir des changements qui se profilent à l'horizon. Des changements des professions qui vont changer, des nouvelles professions, des comportements. Et je trouve que nous sommes, en tant que citoyens, nous devons, si vous voulez, porter nos voix au plus haut. Ça veut dire que, bon, moi, dans mon métier, moi, je suis structure des personnes âgées. Il n'y a pas si longtemps, nous avons une loi qui est sortie, hein, la loi sur la personne âgée, qui est très intéressante, mais bon, il y a des volets qui nous manquent. Moi, je trouve que nous devons essayer de porter nos voix, d'essayer de faire passer notre vision du monde. Et notre vision du monde, nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans un monde virtuel. Nous vivons dans la réalité. Et toutes les lois qui sont faites, qui sont votées, impactent notre vie quotidienne. Et nous devons, je crois, aujourd'hui participer à ces lois qui vont être votées plus tard. L'évolution, elle doit se faire sur la... On dit toujours, aujourd'hui, on parle de perte d'autonomie pour les personnes âgées. Oui, aujourd'hui, oui. La loi qui aurait dû être votée depuis maintenant 2 ou 3 ans, depuis la mandature de Nicolas Sarkozy, n'a pas été non plus faite. Aujourd'hui, François Hollande, la mandature de François Hollande qui se termine, on n'a pas non plus voté. Aujourd'hui, est-ce que, à travers cette candidature-là, est-ce que Alissa Ayano a envie de porter justement un projet pour ce qui va devenir, ce qui est aujourd'hui la silver économique? Il y a également ce qu'on appelle quand on parle de perte d'autonomie, ça touche également les personnes âgées. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut que cette société occidentale pense un peu plus aux personnes âgées? Bien sûr, moi je crois qu'une société évoluée, de toute façon, doit pouvoir prendre soin de ses aînés. Alors aujourd'hui, bon, effectivement, il y a une loi qui est là, hein, je ne peux pas dire que ça n'a pas été fait, la mandature a fait une loi, mais ce qui manque dans cette loi, c'est la formation, parce que nous vieillissons avec des pathologies plus lourdes aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, tant mieux, mais nous devons prendre en compte qu'il faut quand même des personnes qui soient formées. Et à mon sens, on a un problème de formation. Et en plus, bon, qui dit formé, dit aussi personne de meilleure qualité, et aussi il y a une chose, c'est que c'est quelque chose qui va déboucher sur l'emploi. Alors, je crois qu'il faut quand même que nous travaillions sur ce thème. Alors, je vais revenir un petit peu aux motivations et puis, bien sûr, au programme. Mais juste avant, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous travaillez dans tout ce qui concerne les personnes âgées ? Moi, ça fait 34 ans que je suis infirmière et ça fait 5 ans que je suis dans cette structure. D'accord. Et toute votre carrière, vous l'avez fait à La Réunion ? Ah non, moi j'ai travaillé, ça fait 10 ans que je suis à La Réunion, j'ai fait mes études en région parisienne, j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai fait de la dialyse et ça fait 10 ans que je suis à La Réunion. Voilà. Et vous êtes arrivé, vous êtes rentré dans cette... Oui, j'ai fait du libéral et depuis 5 ans, je dirige cette structure que j'ai créée et nous sommes installés sur toute l'île. Alors, on voit aujourd'hui, cette structure généralement est financée par le département ? Par le département, oui.
Et justement, en ce qui concerne l'aide à la personne, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est-ce qu'il faut redéfinir justement ce qu'on appelle l'aide à la personne entre l'aide ménagère, les heures d'aide ménagère, les assistants familiaux? Est-ce qu'il faut aujourd'hui redéfinir le cadre d'intervention déjà? Oui, il faut redéfinir le cadre d'intervention et puis surtout, il faut quand même que les gens soient plus formés. Vous savez, tout à l'heure, moi j'écoutais un de nos candidats à la présidence qui parlait de faire une loi sur le burn-out. Non, on ne peut pas faire une loi. Il faut former les gens parce que c'est un métier qui est très difficile. Il y a déjà un problème quand on parle du burn-out, parce que c'est un des éléments de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Exactement. Le problème aujourd'hui, c'est la reconnaissance, un petit peu comme les maladies psychologiques. Oui. C'est la reconnaissance déjà du burn-out. Ça pose déjà un problème. Oui, mais ça pose un problème parce que moi je crois que quand on parle de burn-out, ça veut dire qu'on est déjà... le problème est déjà là. Ce qu'il faut, c'est former correctement les gens, faire de la prévention. Et après, à ce moment-là, on aura des personnes de meilleure qualité qui pourront affronter sur le terrain, différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer de façon plus agréable, dirons-nous. Alors, justement, comment demain, vous allez devoir aller en campagne. On va d'abord voir votre programme. Je vais revenir là-dessus après. Ça, c'est un des éléments, bien sûr, de votre programme. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous allez développer pendant cette campagne? Bien sûr. Écoutez, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous allons devoir adopter des nouveaux comportements qui est dû à notre environnement. Nous allons pouvoir légiférer là-dessus, mais après, pour légiférer, il faut quand même, des personnes qui connaissent quand même un petit peu. Parce que moi, ce que j'aimerais qu'on prenne conscience, que toutes ces législations impactent notre vie quotidienne. Il faut quand même qu'on touche le problème de façon différente. Moi, je suis professionnelle. Toutes les lois qui arrivent sur le terrain, je suis obligée de l'appliquer dans mon entreprise, je suis obligée de l'appliquer dans ma vie sociale. Mais parfois, ces lois ne sont pas faciles à appliquer parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées. Et je crois qu'aujourd'hui, des gens comme nous qui sommes de la société civile, nous devons à ce moment-là travailler, nous, avec d'autres personnes pour pouvoir apporter des solutions plus adaptées. C'est bien sûr, ces lois sont bien sûr votées à l'Assemblée nationale, donc définies par le Parlement. Là, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut donc faire évoluer ces lois? Et si oui, comment? Quelles sont, par exemple, quelques mesures que vous seriez prête à défendre? Déjà, une des mesures les plus importantes, je pense la formation. Moi, comme je vous le dis, dans mon métier, dans ma structure, c'est la formation. Et puis, je vais vous donner un exemple de loi qui devrait évoluer pour les entreprises. Vous savez, moi j'entendais Mme Ramayad, qui est candidate à la présidentielle sur une chaîne nationale. Mme Ramayad était ministre, administratrice du Sénat, et elle racontait une anecdote, puisqu'elle a donné sa démission, elle est devenue aujourd'hui, elle a créé sa propre boîte. Elle s'est aperçue, quand elle créait sa boîte, des difficultés. Et elle s'est dit, mais c'est quand même pas nous qui avons créé ces lois. Si, c'est vous qui avez créé ces lois. Parce qu'il manque quand même quelque chose de pratique dans ces lois. Il le faut, parce qu'il nous faut un cadre pour vivre ensemble. Mais il nous faut des lois un peu plus pratiques. Il nous faut des lois portées par des personnes, comme je le dis, de la société civile. Alors, d'accord. Alors, ça, c'est sur le plan des lois, par réglementaire. On va parler politique. Oui. Vous êtes sur la cinquième circonscription. Oui. Cette circonscription, alors on va juste rappeler, vous avez une étiquette politique aujourd'hui? Écoutez, moi, c'est un secret pour personne. Je suis affiliée au Parti républicain. Mais effectivement, je partirai sans étiquette pour les législatives. Oui, parce que je crois que, si je ne me rappelle pas, Michel Fontaine est parti présenter la liste des candidats de la plateforme L'Union de la droite à Paris, et je crois que la Commission nationale d'investiture des Républicains ont confirmé que Daniel Gontier sera donc le représentant des Républicains et bien sûr de la plateforme de l'Union de la droite. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Écoutez, moi, M. Gontier, il a son projet, moi j'ai le mien. Et comme je vous le dis, moi je viens de la société civile et je crois que c'est important pour nous aujourd'hui de porter nos voix, de nous faire entendre dans les plus hautes instances, puisque nous sommes quand même créateurs d'emplois, nous sommes quand même des personnes qui faisons vivre la société. Je crois que nous avons notre point de vue à faire valoir et il faut y aller. Il faut quand même pour moi c'est un acte citoyen. C'est pas de la rébellion, c'est simplement un acte citoyen.
Je n'ai pas dit que c'était de la rébellion, mais je disais que quelque part, ça fait un petit peu d'état de désordre à droite de voir que que vous avez votre projet. Bon. Oui, mais moi je vois plutôt ça comme un axe citoyen. Et puis il faut un peu aussi peut-être renouveler le monde politique réunionnais. Il faut d'autres voix qui s'élèvent pour pouvoir changer. Comme je vous dis, nous sommes dans un monde en ce moment en plein changement. Nous avons des grands changements qui se profilent à l'horizon. Il faut quand même que d'autres personnes veuillent aussi porter leur voix. Et aujourd'hui, dans la démarche que vous avez, je pense que vous avez déjà commencé à aller à la rencontre de la population pour voir un petit peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent d'un député? Alors surtout, ou d'une députée. Alors les gens en général, sont très. Vous savez, pour eux, le député est très très loin. C'est très abstrait. Il faut déjà faire une campagne aussi d'expliquer un peu ce que fait le député. Mais la majorité des gens aujourd'hui, ce que les personnes veulent, c'est un emploi. Je veux dire, nous sommes dans une configuration où la majorité des gens recherchent un emploi. Mais ce qu'on peut faire, si vous voyez, il y a quand même une nouvelle législation qui va venir, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à plein de changements qui vont se produire, par rapport à l'environnement, par rapport au vieillissement de la population. C'est vecteur d'emploi. D'accord. Apparemment, c'est quelque chose en tout cas qui vous tient parce que vous êtes revenu 3 fois dessus alors que je suis parti sur autre chose. Voilà. Donc je vais revenir sur ce point-là. Donc, effectivement, il y a une évolution. On sait qu'à La Réunion, à un moment donné, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Je ne sais plus à quelle date, mais ça, je sais. 2020, voilà. Je connais c'est bientôt, c'est demain. Je connais les chiffres à ce niveau-là au moins. Il y a quelque chose que... Aujourd'hui, penser une autre société qui évolue. On dit qu'on parle de l'or gris pour parler des personnes âgées parce que ça a une puissance économique. On parle aussi du silver economic en anglais. Mais comment aujourd'hui avoir un vrai projet de société, sachant qu'une chose, d'une part, il faudrait déjà vraiment avoir plus de monde et plus de moyens pour entourer les personnes âgées, surtout les personnes qui sont isolées. Et ça, je pense que vous en avez l'occasion d'en rencontrer. Comment travailler sur un vrai projet d'aide à la personne, sachant que le vrai problème, c'est l'argent? Oui, l'argent, oui, effectivement. Mais après, vous savez, si vous créez de l'emploi... ça, c'est... Oui, vous créez de l'emploi... Si vous créez de l'emploi, il faut avoir les moyens de créer l'emploi. Les personnes âgées consomment, elles mangent, elles s'habillent, et tout le monde n'a pas forcément... Il y a des gens qui ont des revenus quand même dans cette île. Je veux dire, effectivement, nous avons une catégorie de la personne âgée, 45% qui vivent en dessous du seuil, mais nous avons des personnes qui ont des revenus dans cette île. Alors, on peut quand même essayer de trouver... Il y a des solutions à trouver, mais après, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je ne veux pas dévoiler tous mes plans ce soir, parce que si je viens et je vous dis tout, la prochaine fois, j'aurai plus grand-chose à vous dire. Ouais, je n'ai pas dit que vous allez vous réinviter. Non, je plaisante. Je reviens sur la question. Je veux dire, le problème, c'est un problème aussi politique. Oui. Vous savez très bien. Alors, vous avez parlé plusieurs fois de formation. Le problème n'est pas seulement de la formation. Le problème, c'est aussi le contexte socio-économique où souvent on met en place, on embauche des contrats aidés, précaires, c'est-à-dire pas formés, on fait un turnover, tous les 3, 4, 6 mois, on change la personne. C'est pas seulement une question de formation, c'est aussi une question de responsabilité politique. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte où les hommes politiques ont besoin de leur lectorat, ont besoin de satisfaire ceux qui demandent toujours un petit contrat aidé, est-ce qu'on peut vraiment mettre en place des plans, des formations pour avoir des emplois pérennes? Écoutez, est-ce que vous avez regardé, la dernière fois je regardais encore une émission où l'enveloppe formation est énorme. C'est une enveloppe qui est très très élevée en France. Et je veux dire, elle est mal dirigée. On pourrait à ce moment-là les diriger autrement, le faire autrement. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez des centres de formation qui ne sont pas forcément contrôlés. Je parle de la qualité de la formation. Votre question était laquelle? Soyez plus précis, peut-être que c'est moi qui comprends mal. Ma question, elle est beaucoup plus simple que ça. Je veux dire que c'est pas seulement un problème de formation. Je dis, vous vous battez contre quelque chose qui existe déjà, où on emploie souvent des gens dans des contrats précaires, on ne prend pas les gens formés. C'est pas seulement une question de formation. Alors moi, j'ai une entreprise... C'est que vous allez devoir vous battre contre des mentalités bien enracinées, contre des habitudes. Mais les mentalités sont faites pour être changées. Moi, j'ai une entreprise où je n'ai pas de contrat précaire.
Les gens, ils ont un vrai contrat et en plus, ils ont des formations en interne. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est la formation en amont. Puisque arrivé chez nous, on est obligé d'avoir des formations en interne. Mais en amont, c'est possible, ça. Je veux dire, le financement est déjà là. Les auxiliaires de vie, moi je parle d'auxiliaires de vie, aujourd'hui, c'est la formation qui est à revoir. C'est ça, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas la formation que je remets en cause. Je suis vous marquez en cause le financement. Vous direz qu'on n'a pas les moyens financiers pour le faire. Je veux dire que, est-ce que vous n'avez pas pris conscience à un moment donné que sur le terrain, quand on regarde parfois l'utilisation du personnel, on ne prend pas du personnel qualifié, on prend du personnel précaire. C'est ça? Non. Alors, normalement, tout centre, toute structure d'aide à domicile a un cahier des charges. Après, je ne sais pas ce que font les autres chez eux. Hein. Moi, en tout cas, je m'y tiens au cahier des charges. Je vous invite d'ailleurs à venir faire un tour si vous voulez, avec plaisir. Non, je n'étais pas en cause ce que vous faites. Oui. Je vous dis ce qui existe aussi. Bien sûr, je sais que ce qui existe, mais en même temps, vous savez, nous parlons de deux choses bien différentes. Nous avons les aidants familiaux. Là, bien sûr qu'il y a un problème de formation, puisque c'est la famille qui choisit qui va l'aider. Mais ça, c'est une législation à revoir. Vous voyez, ça, c'est toute une législation à revoir. Parce que ce sont des choses qui sont actées, qui ont été déjà votées. Je ne veux mettre en cause personne, puisque j'ai envie de me fâcher avec personne. Mais c'est vrai, effectivement, vous avez raison. Sur ce point-là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je crois que c'est possible. C'est possible, parce qu'il y a une demande de la population. Je ne dis pas que c'est pas possible. La seule chose que je vous dis, c'est que c'est aussi un élément que vous allez devoir intégrer. Ah, bien sûr, mais je l'ai déjà intégré. Vous savez, moi, je suis sur le terrain tous les jours. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi, je suis dans la réalité, je ne suis pas dans le virtuel. Je suis dans la réalité. Les personnes âgées, je les côtoie tous les jours. Des logements qui ne sont pas décents, j'en vois tous les jours. Alors, mais il y a des possibilités de faire. Il y a des possibilités de faire, à condition que nous nous asseyions tous autour d'une table et nous fixons les priorités. D'accord. C'est carré ce que vous dites, il n'y a pas de problème. Je vais quand même mettre le pied dans le plat. Vous savez que les personnes âgées, je dirais aujourd'hui, et ça intéresse beaucoup les politiques, parce que c'est une clientèle électorale fidèle. Et contre ça, aujourd'hui, il y a des mesures à prendre? Mais bien sûr. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, une société qui ne prend pas soin de ces personnes âgées, c'est pas une société qui est évoluée pour moi. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est très important. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'électoraliste. Si je suis là aujourd'hui, c'est quelque chose qui est purement réfléchi. Et ce que j'aimerais faire passer comme message, ce n'est pas simplement des personnes qui vont voter pour moi. Ce sont des personnes qui sont là, qui sont de notre histoire. Je veux dire, c'est quand même revalorisant pour les... Je ne mets pas du tout en doute tout ça. Je veux dire, je suis conscient. Vous dites que ce n'est pas possible de le faire? Non, c'est pas ce que je dis pas. Je dis même pas que c'est pas possible. J'essaie juste de vous expliquer contre quoi vous devez vous battre pour justement amener ce que vous dites, c'est-à-dire les former. Les former, c'est bien. Mais après, il faut aussi qu'ils soient employés à faire le travail pour lequel ces personnes ont été formées. Écoutez, déjà, les auxiliaires avec lesquels je travaille, j'en ai quand même quelques-uns sur le terrain, nous avons réussi à faire un travail. On a des contrôles, on a des comptes rendus, on a d'excellents rapports avec les actions de santé. Moi, je dis c'est possible, mais à condition de le faire. Je veux dire, il faut se retrousser les manches, il faut y aller. Je veux dire, c'est comme tout. Hein. Je veux dire, on peut pas rester, on ne peut pas dire quelque chose n'est pas possible tant qu'on n'y a pas, on ne sait pas attaquer à ce problème. Tout à fait. Par contre, c'était pour vous dire, vous êtes aussi conscient que de cette réalité-là contre laquelle il va falloir. Oui, mais je suis consciente de beaucoup de choses. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est que je suis consciente que c'est difficile aussi d'être dans le 5e. Hein, comme vous l'avez dit, j'ai quand même un candidat en face de moi qui a du poids et puis qui représente quand même les Républicains. Mais en même temps, si je me laissais simplement déstabiliser par ça, je ne ferais rien. Et j'estime qu'aujourd'hui, nos personnes âgées, ils en ont besoin. Je veux dire, pas parce que les gens... Aujourd'hui, on a une loi, oui, les gens doivent rester à domicile. Moi, je trouve que c'est OK, puisque à La Réunion, de toute façon, c'est le vœu. Les personnes doivent rester à domicile. Mais les gens doivent rester à domicile dans des conditions décentes. Et on doit avoir quelqu'un pour les aider dans leur quotidien. On ne demande pas jour et nuit, mais on se demande simplement dans leur quotidien. Et ces personnes qui interviennent au domicile
c'est un choix de métier, même s'il est difficile, même s'il est dur, comme disait tout à l'heure, je vous parlais du burn-out. Non, mais il faut les accompagner. Tout simplement, je dis, on va créer des nouveaux métiers, on aura des auxiliaires de vie, on aura des personnes qui encadrent, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent dans ce secteur. Ce secteur n'est pas simplement un secteur où c'est lourd à porter, je veux dire, c'est le regard qui doit changer. Parce que bon, ça intéresse au moment des élections, mais après c'est fini. Non, non, ça doit nous intéresser tout le temps, puisque c'est fait partie de notre histoire. Alors, justement, comment aujourd'hui, dans le contexte que vous connaissez, là on parle de ce qui se passe à La Réunion, quels sont les besoins aujourd'hui je dirais, des personnes âgées à La Réunion? Quelles sont les urgences? Alors, les urgences, c'est les habitats. Vous savez, la rénovation de l'habitat. Aujourd'hui, j'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'on avait lancé toute une campagne par rapport à ça. Bon, on attend, nous, on était sur le terrain pour voir, on a lancé des dossiers, nous verrons bien. C'est l'habitat. Vous savez, les personnes âgées ne sont pas très demandeurs, puisque, bon, vous savez, vous êtes fragilisés, vous attendez souvent. Pas très demandeurs, souvent, bon, quand on demande pour le toit, ben nous, on fait le tour, on fait pas le toit, on fait la salle de bain. Vous voyez, c'est la complexité d'un dossier pour faire une rénovation de l'habitat. C'est simplifier les démarches. C'est pour ça, bon, les auxiliaires de vie sont là pour ça. Mais les personnes qui sont un peu plus isolées, où ils ont personne, ben, ils le font pas. Il faut vraiment qu'il y ait une tierce personne qui intervient. C'est surtout ça. Et puis surtout, l'accompagnement, la solitude. Je veux dire, on n'est pas là simplement, à mon sens, une auxiliaire n'est pas là simplement, bien sûr, on doit faire à manger, on doit entretenir le logement, mais c'est surtout l'accompagnement. Je veux dire, c'est quelque chose qui est plus important que tout. Avoir une présence. Même si cette présence est une demi-heure, je ne demande pas non plus, je sais très bien les réalités, hein, je sais très bien que ça coûte cher, je ne suis pas d'une naïveté, mais comptabiliser une heure de plus pour l'accompagnement. Ça, c'est une réalité parce qu'on a reçu justement des personnes qui accompagnent dans tout ce qui est aide ménagère et assistants familiaux. On sait qu'aujourd'hui, parce que ces personnes âgées, souvent isolées, et le mot est peut-être trop fort, mais je pense que c'est une réalité, ces personnes qui sont souvent abandonnées, ont besoin de voir des personnes, parce qu'à un moment donné, vous devenez plus qu'une aide ménagère, vous devenez la confidente, le ou la confidente, vous devenez celle qui apporte un peu de soleil dans la maison, parce qu'il y a une telle solitude. L'isolement est tellement fort, et ça c'est vrai. Mais même ça, aujourd'hui, regardez, il faut le payer. Oui, mais après qu'on le paye, vous savez, chaque chose a un prix aujourd'hui. Mais qu'on le paye, c'est pas gênant. La personne âgée, elle se rend pas compte de ça. Je veux dire, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir cette relation. Puis vous me disiez tout à l'heure que c'est un coût. Je suis d'accord avec vous, mais une personne âgée qui est seule chez elle, qui est hospitalisée, qui part à l'hôpital, qui revient, ça coûte pas plus de l'argent? Je veux dire, nous devons redéfinir nos priorités. Tout simplement, les priorités, nous sommes plusieurs acteurs à intervenir. Nous sommes en bout de chaîne, nous sommes des structures. Mais il y a le département, il y a l'ARS et la Sécu. Nous devons nous asseoir tous ensemble. Il doit y avoir une législation, parce qu'il y en a une qui vient de sortir, qui a un pavé comme ça, il manque, à mon avis, il manque des choses dedans. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais nous devons tous nous asseoir, faire une loi, effectivement, parce qu'il faut un cadre pour intervenir. Mais il y a une possibilité, puisqu'on nous dit à chaque fois le leitmotiv, ça coûte cher. Mais quelqu'un qui entre et qui sort à l'hôpital, vous ne croyez pas que ça coûte encore plus cher? Dans ce cas, comment faire puisque c'est de la CNAV qui s'agit pour tout ce qui est la réglementation concernant bien sûr l'aide à la personne, aujourd'hui, dans l'hypothèse que demain vous êtes à l'Assemblée nationale, quelle va être la loi que vous allez porter justement pour essayer de faire évoluer le contexte, parce qu'il y a tout un contexte à changer? Oui, alors le contexte, ce ne sera pas une seule loi, parce que je pense qu'il y a plusieurs acteurs, vous savez, il y a plusieurs intervenants. Mais ce qu'il faudrait, de toute façon, comme je vous l'ai dit, déjà une formation. Et que les aidants familiaux, tout le monde doit être sur le même pour pouvoir économiser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Puisque les aidants familiaux ne sont pas formés, souvent, on se retrouve avec des maladies associées, ça veut dire que ça coûte encore plus cher. Il faudrait que ce soit une seule entité, finalement, qui s'occupe de tout ça. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui interviennent. Alors, il y a au niveau national, il y a la CNAV, donc, qui définit. Oui, mais sur le terrain, il nous manque de la coordination.
Sur le terrain, c'est le conseil départemental qui en a la charge. Oui, qui en a la charge, mais après, nous sommes plusieurs à intervenir sur le terrain. Nous avons la CGSS qui intervient, nous avons l'ARS qui doit se donner son mot aussi, mais pas dans le même contexte, mais qui doit. Mais chacun, on est plusieurs, si vous voulez, à intervenir. Il faudrait peut-être simplifier les choses, que nous sommes tous, je ne sais pas, peut-être une seule commission. C'est à réfléchir, hein, puisque aujourd'hui, moi, je vois qu'on est trop dispersés. Et même après, les acteurs de terrain. Ça veut dire qu'autour d'une personne âgée, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Des fois, c'est des doublons, alors qu'on pourrait absolument, une seule personne, avoir plus d'heures, avoir plus de moyens pour faire une chose. Et très important, on le voit, une structure a été mise en redressement judiciaire il y a quelques jours. Oui. Une structure qui s'occupe d'aide à la personne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi urgence que les structures privées qui reçoivent des moyens pour travailler avec les personnes âgées et également les personnes porteuses de handicap, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un moyen, une loi qui fait que ces structures-là puissent être pérennes et non pas être dans la difficulté financière ou de trésorerie trop souvent? Alors, nous sommes tous des entreprises privées. Après, il y a une gestion. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans cette structure. Je ne peux pas porter un jugement là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que les marges sont très réduites, puisque, comme vous le savez très bien, c'est le département qui finance, ou la CGSS, ou les mutuelles. Les marges sont très réduites. Après, je crois que nous devons aussi, à mon sens, je veux dire, après, c'est un volume peut-être aussi à revoir. Je veux dire, une convention à passer avec le département pour ne pas dépasser un certain volume. Je veux dire, il y a plusieurs pistes à avoir, mais je ne peux pas parler de leur structure, je ne sais pas ce qui se passe chez eux. D'accord. Bon, écoutez, j'aurai l'occasion sans doute de revenir avec vous. On a déjà fait 25 minutes, un peu plus d'ailleurs. Merci beaucoup. Là-dessus, et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus dans les détails. Vous êtes retenu parce qu'apparemment vous n'avez pas envie de tout dévoiler tout de suite. J'espère donc que j'aurai l'occasion de voir avec vous en plus en détail ces mesures que vous allez défendre pour votre candidature et votre participation à l'élection donc dans la 5e circonscription pour législative donc des 17 et 22 juin. Merci à vous.